Bonjour, chers téléspectateurs de TV Liberté. Permettez-moi, en ce début d'année, de vous souhaiter une très bonne année pour vous et tous les vôtres. Souhaitons aussi que notre pays puisse connaître, sinon l'apaisement, au moins la lucidité, au moins la clairvoyance dans ce qui nous arrive. Quoi qu'il en soit, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Et nous allons commencer l'année, mes chers amis, avec les économistes. Messieurs, soyez les bienvenus sur le plateau de Politique et Économie. Maximilien Lambert. Tous mes voeux pour la nouvelle année. Et très bonne année, mon cher. Ci-devant, expert comptable. Et Georges Lannes, ci-devant, économiste. Bonne année. Et tous mes voeux pour vous. Et comme pour nos téléspectateurs, je leur souhaite beaucoup de lucidité et pas mal de prospérité, mais ça sera peut-être un peu plus difficile. Alors, messieurs et chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons aborder, puisque nous allons vers des élections européennes, et nous allons donc aborder, chers amis, la question de l'Europe. C'est une bonne façon de commencer l'année. Bien sûr, il y aura les aspects politiques, mais il y aura aussi, bien sûr, les aspects économiques. Alors, si vous le voulez bien, messieurs, avec vous, nous allons faire un petit retour en arrière. Parce que finalement, aujourd'hui, cette Europe est incarnée, mal incarnée, il faut bien le dire, ou elle est plutôt désincarnée d'ailleurs, par cette fameuse Commission européenne. Ça n'a pas toujours été le cas. Et je crois qu'il est important de revenir un petit peu en arrière. Et si vous le voulez bien, messieurs, revenons, après tout, au traité de Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Hein, et on va commencer par ce traité, rapidement bien sûr, mais Georges Lannes, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'avait le général de Gaulle que le problème de l'Europe, il était vicié dès l'origine? Ou alors, est-ce que vous partagez l'idée que les difficultés, les erreurs sont venues de Maastricht essentiellement? Alors, qu'en pensez-vous? Je crois que tout était vicié dès le départ. Aïe. Vicié d'un point de vue philosophique, d'un point de vue politique et d'un point de vue économique. D'un point de vue politique, disons un mot. Vous voulez commencer au traité de Rome de 1957 ? Oui, on aurait pu commencer à la CECA. J'irais même un petit peu au-delà, parce que j'y attache de l'importance. Allez-y, je vous en prie, oui. L'Union européenne, je préfère le mot Union européenne à l'Europe, oui. L'Union européenne n'est pas tombée du ciel. Et ce que l'on observe aujourd'hui n'est en fait que la dernière étape d'un processus qui a commencé au lendemain de la guerre de 39-45 et qui a pris forme, en fait, dans ce qu'on appelait à l'époque le Benelux. La Belgique, la Hollande et le Luxembourg. D'un point de vue politique, ce sont trois royaumes. Trois monarchies. Oui. Trois monarchies. Deux monarchies plus un duché, mais oui. Non, trois monarchies. Et de fait, c'est sur cette base que va se créer, ce dont vous parliez à l'instant, la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de 1952. Ces trois monarchies vont, dans un objectif précis qui est le marché du charbon et le marché de l'acier, de faire intervenir trois républiques. La République de France, la République fédérale d'Allemagne et l'Italie. La CECA fait donc intervenir trois républiques. Trois républiques et trois royaumes, autrement dit, 6 personnes. Et 6 personnes morales. Oui. Et ces 6 personnes morales vont être, alors là, je saute quelques années, vont être à nouveau augmentées de monarchies et de républiques. Je fais référence à 1973. D'un côté, la Grande-Bretagne, monarchie.
de l'autre l'Irlande, République, et de la monarchie, qui est le Danemark. Oui. Autrement dit, en 1973, 9 pays, 5 monarchies, 4 républiques. Ah. C'est un point important. Et je pense que tout le processus qui va en ressortir va nécessairement faire intervenir tacitement cette ambiguïté ou cette opposition. Et quand on parle aujourd'hui du Brexit, c'est simplement la monarchie anglaise qui a dit « j'en ai assez de suivre ce processus qui va à l'encontre de mon intuition ou de mon intérêt propre ». Mais est-ce qu'on ne peut pas prendre en ligne de compte aussi, pour ce qui concerne la Grande-Bretagne, le fait que ce soit un pays quand même intrinsèquement libéral, alors qu'en face, il avait un système soviétoïde, avec, bien sûr. Alors, c'est avec là où la mentalité française et allemande, et tout ce qui s'est ensuivi avec l'euro, etc. Oui, alors c'est là où on peut faire intervenir l'aspect philosophico-économique qui consiste à partir de ce socialo-communisme qui emberlificotait les pays à partir de 39-45, voire un petit peu avant. Oui, mais alors, la Grande-Bretagne quitte, c'est le fameux Brexit, mais on nous présente ça comme une apocalypse pour les Britanniques. On nous dit qu'ils vont le payer très cher. Monsieur Barnier a certainement à l'envie compliquer la situation. Et puis il y a en Grande-Bretagne ceux qui voudraient un Brexit beaucoup plus radical. Autrement dit, salut, on s'en va, adieu, et puis on ne paye rien, parce qu'il va falloir payer. Bon. Alors, quid de la solution de Madame May? Je pense qu'on en parlera dans quelques minutes quand on entrera. Mais quand même, après tout, les Britanniques ont eu plusieurs fois la tentation de s'en aller. Bien sûr, mais pour cette raison que le caractère vicié de cette situation, rien n'est clair, et à côté de cette opposition ou tacite ou réelle entre royaume et république, eh bien, vous avez des politiciens qui vont essayer tantôt de mettre l'Union européenne sous le cadre de l'économie de marché, tantôt de la faire intervenir sous le cadre socialo-marxisme, avec un État fort. Profondément interventionniste. Exactement. Alors, tout cela est très vrai, mais parmi ceux qui ont, à un certain moment, contesté l'Europe, il y avait quand même une république, c'était la République française, à l'époque de De Gaulle, ceux qui crient l'Europe, l'Europe, et qui sautent comme des cabris. Bon. Et puis, il me semble, vous me direz si je me trompe, mais que la technocratie bruxelloise est à l'image de la technocratie française. Ça, c'est bien un apport français. C'est un apport français, mais qui est ultérieur à ce que vous venez de dire concernant la politique agricole commune. Rappelons-le, 62. La politique agricole commune apparaît en 1962, c'est-à-dire 5 ans après le traité de Rome, lequel traité de Rome avait la prétention de faire en sorte que ce qu'on appelait à l'époque la communauté économique européenne devienne un vaste marché. Eh bien, il s'est trouvé, et ça fait partie du vice initial, que des politiques ont considéré qu'il fallait faire intervenir une espèce d'exemption concernant le marché agricole. Et que ce seraient les États qui joueraient le principal rôle dans ce marché agricole. Mais au niveau du traité de Rome de 57, il y avait 3 principes.
libre circulation des biens et des personnes, libre établissement et libre prestation. Qui a inspiré ces principes? C'est la France? C'est la Grande-Bretagne? Alors, pas en 57, la Grande-Bretagne, elle était oui, c'est vrai, elle était dans l'Union douanière européenne. Exact. Non, ça fait partie justement de ce point de départ philosophico-économique qui est tantôt mis sur l'aspect étatique, tantôt mis sur l'aspect marchand, liberté économique. Et vous pensez que les deux ne peuvent pas cohabiter? Je veux dire, cette espèce de tentative de mélanger l'un et l'autre, comme disait Jacques Rueff, il y a du laisser-passer, mais il n'y a pas de laisser-faire. C'est une opinion sur la situation. Vous vous rappelez Jacques Rueff, il faut rappeler qu'un temps, au début de la décennie 1950, Jacques Rueff avait été magistrat à la Cour de justice de la communauté économique du charbon et de l'acier. Et à cette occasion, en tant qu'économiste, il avait essayé de clarifier un certain nombre de notions, comme celle que vient d'évoquer Maximilien, un certain nombre de notions sur le marché et, en l'espèce, sur le marché agricole. Et ces considérations heurtaient un certain nombre de gens. On ne peut pas parler à l'époque de technocrates. C'était surtout des politiques et des économistes qui étaient en relation. C'est toujours le sacro-saint principe. On veut des subventions, on met de la réglementation pour contrebalancer. Malheureusement, c'est cela. C'est toujours comme ça. C'est cela, et cela provient alors là du XXe siècle et de son interventionnisme congénital. Exactement, à l'opposé du XIXe siècle. Cela étant, malgré tout, nous avons aujourd'hui la Commission. Elle est grosse. Je dirais que c'est une grosse commission. Sans être très méchant, je pourrais dire autre chose. Mais d'où vient-elle ? On dit que c'est la transformation de l'administration qui gérait la CECA. Moi, je considère que c'est d'autres considérations. La CECA avait ce qu'on peut appeler un secrétariat général qui se chargeait de coordonner les décisions des 6 pays membres de cette CECA. Non, il vous semble que la Commission n'a rien à voir avec le secrétariat d'origine. Elle a une relation, mais c'est la déformation de ce secrétariat général qui a donné lieu à cette commission. Pour que la commission existe au sens où vous l'entendez aujourd'hui, il faut faire intervenir le grand changement qui est apparu à la fin de la décennie 1970, à savoir l'Assemblée européenne... Élue au suffrage universel. Élue au suffrage universel, et non plus élue par un certain nombre de parlementaires de chacun des pays. Mais elle est nommée par les gouvernements, la Commission. Alors, justement, ça, il va falloir clarifier ces choses-là pour nos téléspectateurs, qui ne sont pas censés connaître toute l'histoire de la CE et de l'Union européenne. Je vous propose que nous allions sur ces deux considérations à partir de la deuxième partie, après la pause. Alors, messieurs, l'Europe en question. L'Union européenne. L'Union européenne, oui, vous avez raison, parce que l'Europe, c'est notre civilisation. Et nous aimons notre civilisation. Et il faut rappeler que l'Europe n'est pas une nation, mais une civilisation. Mais ces choses-là étant dites, l'élection au suffrage universel du Parlement européen, mais que demande le peuple? C'est une bonne chose. Réjouissons-nous. C'est démocratique. Qu'en pensez-vous? C'est ce que l'on a voulu faire croire au bon peuple des différents pays, et à l'expérience, on se rend compte qu'on en est loin. Le Parlement ne servirait-il à rien? J'ai peur qu'il en soit ainsi. Oui, je ne vois pas son utilité.
le diagnostic tombe d'une De toute façon façon, implacable. c'est la commission qui décide de tout. Alors, justement. Et il n'y a pas d'organe de contrôle de cette commission. Il faut le préciser. Alors justement, reprenons, c'est formel, la bonne vieille distinction de Montesquieu entre les trois pouvoirs. On va identifier les trois pouvoirs européens, s'il en est. Alors, on commence par le judiciaire, parce que... Alors, nous avons quoi? La Cour européenne de justice. Et puis... la Cour européenne de justice, qui est une déformation de la Cour européenne. Non. La Cour européenne, pardon. De la CECA. Oui. La Cour de justice de la CECA avait pour mission de clarifier les relations économiques qui pouvaient exister en matière de charbon ou en matière d'acier. Bien. Et de faire en sorte qu'il y ait concurrence entre ces entreprises. C'était justement le cheval de bataille de Jacques Rueff. Faire en sorte qu'il y ait concurrence. Bon. Mais c'est pas du tout ce que fait la commission. Alors, justement, cette Cour de justice qui a continué à exister en parallèle avec la Cour de justice dont vous parlez à l'instant, cette Cour de justice de la Communauté économique européenne a un horizon plus large. Et beaucoup plus idéologique aussi. Et l'un va avec l'autre. Ah bon, d'accord. Mais... Donc ce n'est plus l'économie de marché qui est ciblée, oui. mais c'est tout ce qui peut avoir trait droits de aux l'homme. échanges. Et alors, là aussi, attention, la Cour des droits de l'homme est indépendante de la Cour européenne de justice. Eh oui. Ah oui, d'accord. Donc nous avons là un judiciaire bicéphale. Qui n'a rien à voir au départ avec cette communauté économique européenne. Mais c'est une cour qui est consultée en dernier ressort, non? La Cour européenne de justice, par les différents pays, ou est-ce qu'elle peut être, comment dirais-je, sollicitée en premier ressort? Ah ben, il y a les tribunaux locaux, nationaux. Oui, c'est les tribunaux nationaux. Oui. Est-ce que c'est lié avec le principe de subsidiarité? Alors là aussi, on entre dans des difficultés. Voilà, Est-ce que quel mot vous avez prononcé, mon cher Maxime? Ah oui, mais c'est très important. Hein. C'est tout le bien sûr, bien sûr. Justement, voulez-vous que nous continuions de poursuivre selon la grille de Montesquieu et revenir évidemment à la subsidiarité et à Maastricht? Parce que Montesquieu, donc, pouvoir législatif. Alors, pouvoir législatif, vous l'avez dit, il est élu à partir de 79 et le verdict est tombé dans tous les deux. Vous m'avez dit, vous avez dit à nos téléspectateurs que bon, vous n'étiez pas très convaincus du caractère représentatif et législatif. Bon. Et puis, l'exécutif. Cherchez l'exécutif européen, si il y en a un. Alors, en général, quand on pose la question à des étudiants, disons, peu au fait de la question, et on peut le comprendre, après tout, parce que c'est un peu opaque tout ça, ils nous répondent, c'est la Commission. C'est comme s'ils nous disaient que le pouvoir exécutif en France était à Bercy, au Conseil d'État, à l'Inspection des Finances, ce qui est peut-être vrai d'ailleurs. Mais je crois savoir qu'elle est quand même à l'Élysée. Bon, qu'il est quand même à l'Élysée, ce pouvoir. Alors, où est le pouvoir exécutif européen? Et partant, qu'est-ce que la Commission, alors, par rapport à cette grille? Pouvoir exécutif européen, mes chers amis, c'est le Conseil de l'ensemble des exécutifs européens. Oui, et ce Conseil des exécutifs européens porte un nom depuis 1974, c'est le Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Qui a été reconnu en 85 par l'acte unique aussi, donc c'est institutionnalisé en quelque sorte. Bien sûr, non, mais dès le départ, il avait été institutionnalisé, soi-disant à l'initiative de Giscard d'Estaing, il avait été institutionnalisé suite à cette... introduction de l'Angleterre, du Danemark et de l'Irlande dans la communauté économique européenne. D'accord. Et ce Conseil des chefs d'État et de gouvernement a comme
particularité sur quoi j'insisterai, a comme particularité d'exister pour 6 mois et à tour de rôle, les pays voient le chef de ce Conseil des chefs d'État et de gouvernement avoir la maîtrise. Présidence de cet exécutif. C'est lui de fait. C'est la Roumanie, je crois. Et aujourd'hui, c'est la Roumanie. Bon, voilà. Roumanie qui est tout sauf européenne, enfin très, très favorable à l'état des institutions européennes, pour parler plus précisément. Alors, cette présidence tournante a-t-elle vraiment la main sur les décisions? C'est ça la vraie question. Elle a une certaine main sur les décisions et cette main est à distinguer de la commission dite de Bruxelles qui, elle, exécute théoriquement. Doit exécuter, mais surtout doit être envisagée comme le secrétariat général de ce Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Et c'est là où, de nouveau, il y a des vices. Quand elle recadre le budget de l'Italie, elle fait plus que... Mais nous sommes d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais toujours dans la logique de l'exécutif, bon, on a défini la CCEG, mais on a quand même l'impression que c'est la Commission qui décide. Oui, mais attendez, alors là, vous parlez d'aujourd'hui, on en était encore qu'à la fin de la décennie 70. Alors, pour fixer les idées. Fixons. Alors fixons très rapidement. Fixons les idées. 1980, un nouveau pays devient membre, c'est la Grèce. Ouais. 85-86, Espagne-Portugal. Espagne et Portugal deviennent membres. Et simultanément, les chefs d'État et de gouvernement conviennent de ce qu'on va appeler le marché unique. Ce marché unique doit être instauré de facto à partir de 1992. Voilà. Et de fait, nouveau vice qui va apparaître en raison de la disparition de l'URSS, des manigances vont apparaître entre Mitterrand et Kohl, au terme de quoi on va essayer de créer, vous parlez d'exécutif, un État européen. Et la première étape de cette création d'un État européen, c'est le traité de Maastricht. Le traité de Maastricht, à sa façon, est un vice. Encore un. Que de vices. Qui s'oppose au marché unique. Voilà, et qui va se fonder sur l'euro, puisque l'euro... Alors non, parce que le traité de Maastricht, justement, ne fait pas intervenir l'euro, il fait intervenir l'écu. Seulement, dans la langue allemande, le mot écu est mal ressenti, et c'est à l'initiative de l'Allemagne que le mot écu a été transformé en mot euro. Parce que, oui, mais l'écu n'est pas l'euro, puisque European Currency Unit. Et puis unité de compte européen. Mais oui. L'euro n'est pas une unité de compte. Non, mais attendez, là, Pardon, je vais trop vite. Non, vous avez raison. C'est la définition en anglais de cette monnaie potentielle européenne. Mais cette European Currency Unit était en fait un élément utilisé en politique agricole commune pour décider de telle et telle réglementation. Et si je me souviens bien, c'était une monnaie parallèle aux monnaies nationales, et il n'était pas question d'avoir une banque centrale européenne. Voilà. Exactement. C'est constitué par un panier des monnaies européennes, n'est-ce pas? Exact. Mais alors c'est pour ça, donc, à l'initiative de ce traité de Maastricht, derrière le traité de Maastricht se cache, la Hollande, ne l'oublions pas. C'est parce que la Hollande était à l'époque le responsable, l'exécutif, la présidence du Conseil des chefs d'État et de gouvernement, que ça s'appelle ainsi. Ce European Currency Unit ne doit plus être envisagé en tant que tel. Le mot écu doit être utilisé comme s'il correspondait à une réalité. Et c'est cette réalité qui a déplu
aux Allemands et qui ont préféré parler d'euro. Mais fait-on vraiment une nation, ou un État même, un État n'étant pas tout à fait la nation, nous savons d'ailleurs, nous l'avons dit, que l'Europe n'est pas une nation, mais on veut lui faire un État. Donc on veut faire un État sur un ensemble qui n'est pas une nation, mais qui est une civilisation, on l'a dit. Mais est-ce qu'on fait une nation par la monnaie ? Alors ça, c'est encore un débat, et c'est encore un vice. C'est une début complète. Oui, oui. Des langues différentes, des niveaux économiques différents, des fiscalités différentes, des législations différentes. Une monnaie, on commence par une monnaie comme ça. Et Charles Gave l'avait dit à ce moment-là, l'euro va nous faire plus d'usines en Allemagne, plus d'immobilier en Espagne et plus de fonctionnaires en France. C'est exactement ce qui s'est passé. Je n'irai pas jusque-là. Je ferai simplement remarquer que cette relation entre la monnaie et l'économie est quelque chose sur quoi on peut passer un temps fou. Michel Seguin. Philippe Seguin. Philippe Seguin avait justement déformé la pensée de Jacques Rueff en disant que la monnaie se fera par... que l'Europe se fera par la monnaie ou ne se fera pas. Il reprenait ainsi ce qu'avait dit Jacques Rueff sur la question. Malheureusement, il déformait la question. La monnaie, d'un point de vue économique, c'est un intermédiaire des échanges. Oui. La monnaie n'a rien à voir avec ce qu'on veut appeler aujourd'hui la politique monétaire. Oui. La politique monétaire, ce sont des rêveries des technocrates pour planifier, pour organiser l'économie de marché. Selon moi, ça n'a absolument rien à voir. Alors, nous allons approfondir cette notion et poursuivre dans la compréhension, si tant est que nous puissions le faire, de cette énorme machine qui est devenue l'Union européenne après la pause. Machine réglementaire. Surtout réglementaire. Alors, dans nos investigations sur l'Europe, nous sommes arrivés à l'époque contemporaine et nous sommes sur l'euro. Il semble bien, si je vous ai bien compris, que l'euro, finalement, correspond à un aboutissement qui aurait pu ne pas se produire. Exact. N'est-ce pas ? Bon. Mais que pour l'heure, il pose plus de problèmes qu'il n'en résout. C'est uniquement politique, l'euro. C'est une volonté politique, à la fois Giscard, Delors et Mitterrand qui l'ont imposé à l'Allemagne, en faisant un chantage, en disant « vous pourrez réunir les deux Allemagnes, mais on prendra l'euro et vous abandonnerez le Deutschmark ». Et en faisant cela, les Français, et Mitterrand principalement, pensaient pouvoir dominer l'Europe. Et l'Allemagne. Et bien sûr l'Allemagne, ce qui ne s'est pas du tout passé. Ça, on peut le dire. On a vu la suite. Le contraire exactement s'est passé. Ça, c'est clair. Cela étant, nos politiques ont été présomptueux, c'est vrai, mais qu'est-ce que M. Mitterrand pouvait connaître aux considérations sur la concurrence monétaire, sur les effets, en général, des décisions qu'il prenait sur le plan économique ? Car si l'homme était loin d'être sot, il semblerait que la question économique n'était pas au centre de ses préoccupations. Oui, la question économique et monétaire lui était étrangère, il faut bien en convenir. À sa décharge, il n'est pas tout seul. Non, mais il nous a quand même mis dans une continuité là-dessus. Sacré pétrin, si je puis dire. Oui, mais alors, justement, les Allemands ont essayé de réagir. Et avant la création de l'euro, il y a eu ce pacte passé entre les pays de la future zone euro, qu'il fallait qu'il y ait au maximum
un déficit budgétaire de 3% qui devrait, à l'horizon 2002, passer à zéro. Ben oui, c'était assez logique. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bien sûr. Et la France a eu 10 années de suite de déficit supérieur à 3% sans que la Commission ne sanctionne. Mais et la dette inférieure à 60%. Et une dette inférieure à 60% du PIB. Du PIB. Or, nous sommes à 100%. Bon. Mais je vois qu'on fait les gros yeux à l'Italie pour un déficit qui va être finalement inférieur à celui de la France. C'est très curieux, cette histoire. Alors là, je vois un arbitraire absolu dans la personne de M. Moscovici, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Mais ça fait partie des vices dont on a parlé jusqu'à présent. Que de vices. Et ces vices ont commencé justement au lendemain de 2002, où à la fois la France et l'Allemagne n'ont pas respecté les engagements dont ils étaient convenus. Alors aujourd'hui, on a un beau jeu de... On laisse glisser la dépense, mais on n'a pas de transparence, parce que regardez l'affaire des Gilets jaunes, ils demandent plus d'impôts, ils demandent de l'ISF, etc. On parle que de l'impôt, augmenter l'impôt pour essayer de rétablir un certain équilibre, on parle jamais des dépenses. Et quand on veut parler des dépenses, il n'y a pas de transparence, que ce soit l'INSEE qui ne donne pas des statistiques à Philippe Herrlin, par exemple, pour faire son ouvrage sur le pouvoir d'achat, que ce soit la Cour des comptes pour laquelle de la part de laquelle il est difficile d'avoir des informations. Quand on parle aussi des dépenses de l'État, il est difficile de savoir comment on dépense l'argent. Dans le même registre, mon cher Maximilien, vous avez le chercheur, le journaliste Vincent Jauvert, qui, lorsqu'il demande l'état complet des 600 hauts fonctionnaires de la Cour des comptes et de l'Inspection des finances, il n'arrive pas à obtenir des rémunérations qui sont dérogatoires à toutes les règles de la fonction publique. Ces hommes sont au-dessus des lois. Bon, alors, et c'est la raison pour laquelle je dirais qu'il faut être très réservé à propos des chiffres globaux qui sont donnés par Eurostat. Alors, Eurostat ayant comme fonction de faire s'harmoniser par ses soins les chiffres de tel et tel pays. C'est un peu, si vous voulez, comme on parle de consentement à l'impôt. Un investisseur dans une entreprise va souscrire au capital. En contrepartie, il voudra avoir les comptes annuels, il voudra quand même avoir un certain éclaircissement. Le contribuable français n'a pas cette contrepartie. Donc peut-on parler de consentement à l'impôt ? Ça, bien sûr que non. Bien sûr que non. Souvenez-vous de cet exemple que citait Claude Reichmann, par exemple, le patron du défunt RSA, dont les comptes n'avaient pas été avalisés par les commissaires aux comptes. Eh bien, ce même patron a été nommé à la Cour des comptes. C'est quand même quelque chose qui sent un petit peu sa république bananière. Là. Il a peut-être des leçons à leur donner dans ce sens-là. Peut-être il a une expertise, comme on dit. Une expertise. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit. Mais alors, à ce propos, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Il ne faudrait pas que les auditeurs... que les téléspectateurs se trompent. Il n'y a pas de budget dans l'Union européenne. Les finances dont dispose l'Union européenne sont en fait des prélèvements tirés des budgets de chacun des pays. On n'avait pas parlé d'un impôt de 2% justement, de TVA. C'est un dada des commissaires actuels. Ah non, Dieu ne plaise. Si, périodiquement, alors après avoir envisagé qu'il fallait mutualiser certaines dettes, ils en arrivent à l'écologie. Et au travers de l'écologie, il laisse entendre qu'il faudrait donner un budget particulier à l'Union européenne. C'est une absurdité. Avec, bien sûr, un ministre des Finances européen. Bien sûr. Bon. L'un va avec l'autre. Alors, les Allemands n'en veulent pas de ça. Bon, c'est déjà un point acquis. Ils ne veulent pas de budget européen, ils ne veulent pas de ministre des Finances européen, et ils ne veulent pas d'impôts consécutivement. En revanche, nous n'avons pas dit à nos téléspectateurs quel était le prélèvement européen sur le budget français. Je crois qu'il faut leur dire, c'est 25 milliards à peu près. Oui, c'est de l'ordre de
Alors, 25 milliards sur un budget qui n'atteint pas les 400 milliards. Je parle du budget de l'État, nous sommes bien d'accord. Bon, c'est pas... c'est un huitième, sauf erreur. Oui. Oui, si ça fait 25 sur 400, oui, c'est... Bon. Mais, de fait, on appelle ça une contribution. Enfin, c'est quand même un des gros postes. C'est un poste. Il faut comparer. Bien Il faut comparer. Par exemple, on sait que le budget de la justice, c'est moins de 10 milliards. Bon. Par contre, l'éducation nationale, c'est 65 milliards. L'intérêt de la dette, c'est 40 et des brouettes, 40 milliards. Donc, on est à 25 milliards, c'est quand même considérable. C'est considérable. C'est important. Et tout ça pour entretenir la grosse commission, si je puis dire. Hein? Toujours cette grosse commission. Bon. Oui, cette grosse commission ayant pour mission, dans ce cadre, eh bien, de reverser à des pays les sommes pour l'aménagement du territoire, etc., etc. De toute façon, les pays sont financés en partie par le fait que la BCE rachète leurs emprunts. Voilà. Et il y a de la monnaie, et on paye de l'impôt indirect le jour où on va commencer à avoir de l'inflation, quand on arrêtera de manipuler les taux. Alors là, ça nous ramène à l'euro. Il faudra y revenir. Mais tout se tient, quoi, c'est ça. Donc, nos 25 milliards, il y a un retour sur investissement, si je puis dire. C'est pas un investissement, mais il y a un retour. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Impossible à dire, non seulement pour ce qu'on vient de dire à l'instant sur les comptabilités, mais aussi sur le fait que toute réglementation donne lieu à des coûts invisibles. Voilà. Et ces coûts invisibles ne sont pas pris en considération. Ils ne sont pas invisibles pour tout le monde, parce que si vous êtes dans un cabinet d'expertise comptable, avec toute la réglementation qu'on nous a faite sur le social et maintenant sur l'impôt à la source, je peux vous dire que ce n'est pas invisible pour les gens qui sont obligés de faire des week-ends supplémentaires. C'est un coût pour l'entreprise. C'est un coût pour l'entreprise. Bon, nous, on ne peut pas répercuter tout le coût sur les entreprises, mais je peux vous dire que ça aura un coût sur les entreprises. Et ça aura aussi un coût pour les individus, parce que quand dans l'entreprise, on dit « Ah tiens, un tel, il paye tant, il a un taux de temps en fiscalité, en impôt, et celui-là a un taux de temps, ben, je ne vais plus l'augmenter parce que, je l'ai entendu ça, il en a un peu trop par rapport à l'autre, etc. » Donc ça va créer des distorsions. Et ça aussi, ça aura un coût. Alors, pour me résumer, l'Europe nous demande qu'on lui donne notre montre, pour qu'elle nous dise l'heure. Mais en plus, elle nous fait payer un coût de transaction. Le fait que je lui donne ma montre pour qu'elle me dise l'heure, elle me facture en plus le coût de transaction. Je caricature, bien entendu. Non, vous avez raison. Mais il y a un peu de ça, quand même. Vous avez raison. Et en l'espèce, vous avez raison de parler, disons, d'exécutif de la Commission. Cet exécutif de la Commission résultant du traité de Maastricht et des autres traités qui s'en sont suivis, le dernier en date étant celui de Lisbonne. Lisbonne, bien sûr, substitue un référendum dont il n'a pas été tenu compte par la grâce de M. Sarkozy. Et alors, il convient de séparer nouveau vice, de séparer cette Union européenne à 28 pays, désormais 27 si l'Angleterre disparaît, enfin s'en va, de la zone euro qui ne fait que 17 pays. Exactement. Et la zone euro, elle, a un exécutif qui est la Banque centrale européenne. Eh oui, bien sûr. On se serait attendu à ce que cette Banque centrale européenne respecte son existence qui est donnée par les statuts de la Banque centrale européenne. Elle devait être autonome en plus. Oui, bien sûr. Bon, elle ne l'est pas. Alors, ça fait partie des vices, un vice de plus, mais surtout, elle pratique une politique, dite politique monétaire, de deux types. La politique au prix d'un anglicisme, la politique monétaire conventionnelle et la politique monétaire non conventionnelle. Alors, non conventionnelle, ça veut dire je fais marcher la planche à billets. Oui. Pas tout à fait. Enfin, mais moi, je rachète les obligations d'État, c'est ça? Voilà, non. Voilà. Déjà, le mot conventionnel me hérisse. On devrait parler de politique monétaire classique.
Et puis dans conventionnel, il y a des airs de guillotine. Mais exactement, exactement. Et dans le non conventionnel, on devrait parler de politique monétaire non classique, et effectivement, on arrive à des achats que fait la Banque Centrale Européenne qui interrogent même les gouverneurs qui font partie de ce système de la Banque centrale. Ouais. Et en particulier le gouverneur de la Banque allemande, qui trouve inadmissible parlons à l'instant, les achats qu'a pu faire Mario Draghi sur un certain nombre d'emprunts de l'Italie. Et le bilan de la BCE, du coup, est bourré d'obligations d'État, d'emprunts d'État, à hauteur de 40%, je crois. Oh oui, et c'est considérable. Des emprunts qui n'ont fait l'objet d'aucune observation. Classification pour savoir ce qui sera remboursé ou pas. Exactement. On ne sait rien sur le risque financier, à quoi correspond. Alors vous avez utilisé une litote tout à l'heure, vous avez été gentil, parce que en réalité, il faut le dire en un mot comme un sang, si je vous ai bien compris, la BCE n'a cessé de violer les règles auxquelles les gouvernements ont souscrit à Maastricht. C'est-à-dire que même en cette matière, Dieu sait si vous n'avez pas été tendre avec le traité de Maastricht, mais le traité lui-même est violé par les institutions bancaires européennes. Exact. Alors, c'est quand même invraisemblable. Comment peut-on espérer que de telles institutions aussi viciées, car le mot, vous nous avez fait une véritable caisse de vices, hein, le mot vice, vous les avez détectés à tous les stades, comment peut-on espérer que cet ensemble puisse durer? Je me pose la question, et je n'en veux pour preuve que le cas de la France, qui a depuis le début de la décennie 2000 un code monétaire et financier. Et j'ai eu l'occasion de le dire. À une émission Aucune précédente. Aucune mention n'est faite de l'euro. Si, à l'article 1er, on vous dit la monnaie de la France et l'euro, on s'attendrait à ce qu'il y ait des articles qui vous disent en quoi consiste l'euro. Il n'en est pas question. Autrement dit, ce code monétaire et financier de la France ne fait aucune référence à ce qui préside en fait à son existence, à savoir la Banque Centrale Européenne, ses statuts et la politique de cette Banque Centrale Européenne. C'est aberrant. C'est un code qui ne sera pas difficile à mettre à jour le jour où il n'y aura plus la BCE. Mais voilà. Et alors, est-ce que dans ces conditions, on ne peut pas imaginer que les banques centrales nationales, la Banque de France par exemple, continuent d'exister, parce qu'elles existent dans le système européen des banques centrales. Bien sûr. Et donc, il ne serait pas très difficile de revenir au système antérieur. Exact. C'est une de mes dernières questions, mais il y en aura une autre. Messieurs, les élections arrivent au mois de mai de cette année. Alors, bien entendu, je ne demanderai pas son vote, mais j'imagine que pour les tenants de cette Europe dont vous avez repéré un certain nombre de vices, les choses seront quelque peu difficiles. Alors, là aussi, je fais dans la litote. J'aimerais qu'on parle, justement, de tous ces vices, que les hommes politiques prennent parti vis-à-vis de ces vices, qu'on en parle. Et cette émission, justement, je considère qu'elle est très importante, parce qu'elle devrait amener chacun à s'interroger sur, d'un côté, toutes les faussetés qui sont dites en relation avec le budget de l'Union européenne, et d'autre part, toutes les faussetés qui existent et qui sont en relation avec la Banque Centrale Européenne. C'est ça la réalité. Et peut-être aussi toutes les bombes à retardement qu'on a créées avec tous ces systèmes et tous ces glissements. Nous sommes dans un chaos européen. Oui. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Et ce ne sont pas les considérations que peut avoir Michel Barnier à propos de l'Angleterre qui amèneront à penser le contraire. Oui. Nous sommes
vraiment dans un univers incroyable. Eh bien, messieurs, à l'issue de cet entretien, je forme un vœu, puisque nous sommes à la période des vœux, que nos dirigeants puissent vous écouter sur TV Liberté. Merci Georges Hollande, merci Maximilien Lambert. Chers téléspectateurs, je vous dis à très très bientôt.